Bonjour, je voudrais vous raconter l'histoire d'un vieux berger. Elle se passe en 1850 dans le Diois, c'est dans la Drôme. Le Diois se trouve juste au-dessous d'une montagne qui s'appelle le Glandas. Et ce vieux berger, il allait pas bien, mais alors pas bien du tout. Il avait mal aux genoux, il avait mal aux jambes, il toussait affreusement, enfin vraiment, ça allait pas. Et ses copains, les autres bergers, lorsqu'ils montaient aux alpages, avec les troupeaux, lui disaient, écoute, tu restes dans la cabane, nous on va s'occuper des bêtes, tu vas surveiller le feu, on va aller chercher des bois de pin qui se trouvent par là alentour, le fameux pin mugot de la région, et puis tu vas lire le journal. Et c'est ce qui s'est passé. Et le soir, après une première journée comme ça, dans les vapeurs de ce bon feu, le berger allait mieux. Il toussait un peu moins. Il avait moins mal aux jambes. Et puis, on a recommencé comme ça le lendemain et ça allait mieux. Ça allait franchement mieux. Et notre berger, qui était un homme, un vrai, il allait donc au bistrot, normal. Il a raconté son histoire. Et c'est comme ça qu'elle est venue aux oreilles d'un dénommé Émile Taillotte, qui s'est dit, mais c'est quoi cette histoire de pain mugot? Alors il a fait des expérimentations, il a trouvé d'autres rhumatisants. Puis c'était vrai, ça marchait. Alors il a monté à la sortie de Die, ce que l'on a appelé les thermes de Salières, qui ont vécu pendant 120 ans, ça n'est pas rien. Et puis le médecin local, qui s'appelait le docteur Chevandier de Val-Drôme, a commencé à explorer. Au début, il n'y croyait pas du tout, bien sûr. Il a commencé à explorer l'affaire, il s'est rendu compte que c'était vrai, ça marchait. Alors il a fait une communication à l'Académie de médecine, parce que c'était un médecin réputé, et cette thérapie a commencé à être reconnue un tout petit peu au loin. Mais c'est quoi cette histoire de pain mugot? Qu'est-ce qui peut m'expliquer pourquoi ils ont un effet si bénéfique? Il se trouve dans le Val-de-Drôme quelqu'un dont on sait tous, qui connaît parfaitement les vertus des plantes, c'est Rodolphe Baltz, qui se trouve dans la vallée de la Gervanne, et j'ai été l'interroger. Le pain mugot, c'est un peu l'histoire locale. C'est du pain noir qui s'est adapté au Haut-Diois et qui a changé un peu son look, qui avait des propriétés, d'une part, comme la grande famille des pins, et puis après, c'est vrai que chaque sous-espèce a un peu des propriétés particulières. C'est de manière assez générale des propriétés antirhumatismales de différentes façons et des propriétés respiratoires. La tradition initiale venait des cabanes de bergers, qui ont toujours soit une cheminée, soit un gros poêle où ils faisaient à manger, avec du feu. Et ils avaient observé que les animaux un peu en fin d'estive, c'est-à-dire au printemps ou à l'automne, c'est le seul moment où ils allaient manger des conifères. Et c'est aussi un moment où ils sont plus délicats du point de vue de l'équilibre, où ils peuvent avoir de la toux, et ça les soulage sur les voies respiratoires, etc. Et donc ça, c'est des traditions que les bergers, ils ont le temps de voir tranquillement, puis ils disent, tiens, c'est intéressant. Et puis ils mettaient du pain sur leur feu. Et puis comme hiver, été, ils font du feu, c'était toujours chaud. Ça faisait un petit peu de la fumée, des fois beaucoup de fumée, mais dès que ça commençait à cramer un peu, c'était plutôt un bain de fumée, mais qui avait cette odeur de pain. Et donc, ils faisaient aussi dans plusieurs cabanes de l'accueil de gens qui faisaient des randonnées, qui venaient dormir, etc., qui baignaient dans cette histoire. Et en fait, le déclic est venu de là. Les gens qui venaient un peu dans le coin, qui venaient faire de la promenade, ils ont dit, mais ça me fait du bien à la respiration, aux bronches, etc. D'autres disaient, mais même... Et à force... il y a des toubibs, ces toubibs se sont intéressés, qui faisaient eux-mêmes de la balade aussi, les bergers leur disaient ça, puis ils disaient, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que ce pain à crochet est devenu un peu l'espèce de symbole de ça.
Aujourd'hui, il y a une urgence. La chapelle, où les curistes allaient pour se recueillir, cette chapelle est dans un état affreux. Alors il y a un jeune couple, les Rossi, qui sont vaguement reliés à la famille fondatrice. Les Rossi sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour sauvegarder cette chapelle, au moins empêcher qu'elle ne s'effondre complètement. Ici, c'est la chapelle qui servait de lieu de recueillement aux curistes, puisque ça date du milieu du 19e. Donc à l'époque, les gens n'allaient pas à pied à Die, puisque pour la plupart, ils étaient rhumatisants. Donc 4 km et demi à pied, ça faisait un peu long. Donc en fait, ils venaient se recueillir ici. Et il y avait parfois la messe, puisqu'il y avait parfois un prêtre qui venait lui-même faire une cure. Tous les deux, on est vraiment les porteurs un petit peu de ce projet de famille. C'est de remettre cette chapelle, de la restaurer, de la valoriser et de redonner à cet édifice ses fonctions de lieu de culte. Mais aussi l'ouvrir au public, notamment lors des journées du patrimoine. On a prévu donc de faire une exposition un petit peu éphémère en retraçant un petit peu l'histoire de tout ce site, c'est-à-dire de parler notamment des thermes de Pamugot. Donc sur la commune de Die, il y avait à la fois le Martouré et puis Salières-les-Bains, qui a perduré pendant 120 ans, qui a été une des thermes, je pense même l'établissement thermal le plus long. J'ai pas réussi à trouver combien d'établissements thermorésineux il y avait eu en France, mais il y en a eu beaucoup. Fin 19e, il y en avait 10 rien que sur la Drôme et l'Isère. Donc il y en avait 2 à Die, et la plupart ont cessé leur activité à la Première Guerre mondiale. Donc il y en a un donc, dans le nord de la Drôme qui a survécu, on va dire, jusque dans les années 40, et un en Ardèche qui a fermé en 1963. Mais ici, 1972, c'est probablement le dernier en France à avoir fermé. C'était un traitement à la dure, parce qu'on appelle ça des bains, mais il n'y avait pas d'eau, donc c'est assez original. C'est-à-dire qu'il y avait des copeaux de Pamugot avec de la sève qui étaient chauffés dans une sorte d'étuve, c'est-à-dire un four en pierre. Et ça dégageait beaucoup de fumée. Et lorsque la température était bonne, la résine fondait. Ça faisait une fumée où les principes actifs du pain se répandaient dans l'air. Et ensuite, lorsqu'on éteignait les flammes et on faisait rentrer les curistes, et de ce que j'en ai entendu, les plus durs à cuire tenaient 20 minutes. Il fallait qu'ils s'enroulent dans une couverture de laine, donc chaque personne devait venir avec sa propre couverture pour transpirer le maximum. Et lorsqu'ils sortaient, on leur demandait de se mettre sur un matelas et on leur posait un matelas dessus. Donc ils étaient entre 2 matelas pour suer un maximum. Et par la sudation, apparemment le traitement était extrêmement efficace, mais quand on en parle comme ça fait quand même pas très envie. Au domicile de leurs parents, qui se trouve en réalité juste en dessous de ce qui reste des thermes de Salières, Émilie et Vincent Rossi continuent leur recherche de documentation pour pouvoir un jour raconter de façon tout à fait complète l'histoire de ces fameux thermes. Donc là, on est sur un journal de 1859. Les prix de l'établissement sont de 6 à 7 francs par jour, tout compris. Et il sera fait remise de 2 francs le jour où on ne prendra pas de bain. Donc voilà. Et messieurs Taillotte ayant fait faire de nouvelles constructions, messieurs les baigneurs sont assurés d'y trouver tout le confortable désirable. J'aime beaucoup la tournure. Ouverture des bains le 10 juin et fermeture fin septembre. Ces gens, les Taillotte dont on parle, il y a un lien de famille avec vous? Pas du tout, en fait. C'était des rentiers, en fait, des gens qui étaient venus s'installer là. Qui avait construit donc cet établissement au moment où c'était entre guillemets la mode, au milieu du 19e siècle. Donc son fils a repris et n'ayant pas d'enfant, en fait, lui et sa femme avaient recueilli leur filleule, Sidonie, qui était mon arrière-grand-mère en fait. Voilà, donc c'est mon grand-père qui a repris l'affaire, mais qui n'a en fait aucun lien de sang avec les Taillotte.
aussi au milieu des correspondances de curistes qui envoient des remerciements. Certains prétendent que quelqu'un a essayé de monter carrément des chambres sur le Glandas, de petites chambres pour abriter les malades, et que le docteur Daniel Chevandier, qui a été un peu le premier observateur et l'initiateur des premiers établissements de ce type, il avait dit qu'il voyait les paysans monter ou se faire porter, s'ils étaient trop rhumatisants, début juin, sur le Glandas. Et donc la citation qui est là, elle dit « En voyant dès les premiers jours de juin les éclopés, les porteurs de courbatures, dits d'arthrose, de déformations articulaires, les vaincus du rhumatisme se diriger vers la montagne, je souriais de commisération et de défi. » Et voilà, il a fini par être obligé de constater que ça semblait efficace. Tu vois, je ne les avais pas vues, ces photos. Du coup, on les a retrouvées en ça. On faisait pas attention. Je viens de tomber sur une belle photo de la chapelle. Donc ça, c'est notre objectif, c'est de la rendre dans cet état. Ils avaient adopté, ils avaient gardé ma grand-mère, qui était orpheline, comme héritière, quoi. Oui, c'était plein, on était au mois d'août. Et plein, ça veut dire quoi? On avait une trentaine de personnes, quoi. Une trentaine, oui. Et alors, il fallait s'en occuper. Est-ce que ça occupait du monde? Il y avait mes parents, il y avait ma grand-mère jusqu'en 57. Il y avait beaucoup de clients, on ne leur faisait pas ni le lit ni rien du tout. Il y en a qui disaient « Oh, touchez pas, laissez tranquille, nous on s'en occupe ». C'était tous des amis. Il y avait une ambiance, quoi. Il fallait allumer, faire le feu, chauffer, tout préparer, et puis vers 7h30, par là, les gens venaient, avec, on leur aidait, surtout ceux qui étaient plus ou moins handicapés, ils se mettaient un drap, ils se recouvraient d'un drap et d'une couverture. Et quand ils rentraient dans le four, ils rabattaient le drap à la couverture pour ne pas se faire brûler la figure, parce qu'il faisait chaud. C'était chaud. C'est comme un four de boulanger, mais beaucoup plus haut, quoi. Voilà, puis dans le noir, alors il y en avait qui chantaient pendant ce temps, elles se mettaient. Ah oui, oui. Moi, je les ai entendus chanter. Quand ils transpiraient bien, ils partaient, ils demandaient à sortir. On les courait après pour lui aider à se débarrasser de cette couverture qui lui collait à la peau, parce que c'était trempe. Est-ce qu'il y avait des gens, comme par exemple des Diois, qui n'étaient pas pensionnaires, autrement dit, qui venaient juste pour la... Mais il y en a qui avaient leur boulot, ils venaient le matin. Toute l'histoire s'est arrêtée en 70. Parce que là, il y a eu les nouvelles lois sur l'hygiène qui a touché, c'était pas seulement toute la France, c'était carrément un peu en Europe, où tout le thermalisme était extrêmement développé. Et il y en avait plein, partout, des petits, des grands, des fermes thermales qui s'étaient un peu... où il y avait des choses, mais c'était très intéressant d'ailleurs, y compris des gens qui avaient une petite source dans le coin, et il y avait un hôtel à côté, puis ils avaient combiné ça, puis ils faisaient 2-3 cures comme ça. Donc il y avait un thermalisme familial comme ça, en petit, mais où il n'y avait pas de contraintes légales. Ils se sont dit, bon, on va mettre de l'ordre là-dedans. Et ça a stoppé d'un coup, mais je sais pas moi, les 3/4 de tous les établissements, quoi. Ce qui était un peu dramatique. Parce que il y avait une inventivité, il y avait un plaisir, il y avait un côté accueil, famille, écoute. Et puis c'était un gagne-pain. Pour beaucoup de gens, c'était un gagne-pain.